Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Martin Hubert. Bonjour Martin Hubert. Merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Vous êtes président de Next Publica, qui est une entreprise qui fournit des solutions numériques essentiellement aux services publics, mais également à des entreprises privées. On va en parler. Mais on a envie de parler de vous d'abord, un petit peu, parce que c'est le concept de l'émission, décideurs engagés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, ce qui vous porte, par exemple, dans la vie? Alors, mon parcours, j'ai travaillé principalement dans la tech. J'ai fait quelques petits détours en dehors de la tech, dans l'aéronautique par exemple. Je travaillais dans des grandes entreprises, dans des plus petites. Et avant tout, dans mon parcours, je suis un transformateur d'entreprise, en quelque sorte, par contraste avec les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et de respect, qui créent vraiment la valeur de l'entreprise. Il faut la créer et il faut la transformer en permanence. Un jour, absolument. Voilà. Et vous êtes plus spécialisé justement dans la transformation des entreprises publiques. Là encore, c'est un autre défi, parce qu'il y a aussi cet enjeu de simplification que tout le monde réclame aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous abordez justement cette problématique? Alors, notre job, effectivement, c'est d'aider le secteur public à s'inventer, à créer un avenir qui soit prometteur pour eux et pour nous tous. Ça veut dire plus de proximité entre le citoyen et le secteur public, ça veut dire plus d'attractivité aussi du métier d'agent public, ça veut dire plus d'innovation, ça veut dire plus de souveraineté. Voilà, très important, la souveraineté. C'est un mot-clé, hein, les données, il faut les stocker, le cloud souverain, on en parle beaucoup, c'est un gros enjeu ça aussi? C'est un enjeu fondamental, plus aujourd'hui que jamais. Et le fait d'être une entreprise française, puisqu'on a aujourd'hui 93% de notre activité qui est en France, 88% de nos effectifs, c'est évidemment une forme de réponse à cette souveraineté. Ouais, et vous y croyez au cloud souverain français, ou européen en tout cas? Absolument, j'y crois très fort, parce que nous-mêmes, on a fait un partenariat avec Thales, et donc nous migrons progressivement toutes nos infrastructures, tous nos clients, sur les environnements Thales en bénéficiant de cette souveraineté, justement. Oui, parce que la grosse problématique pour les entreprises, même publiques, hein, c'est la sécurisation des données. Parce que vous concevez des logiciels, mais ce sont des données essentielles qui circulent. Comment est-ce que vous garantissez, et est-ce que vous pensez que c'est vraiment de la sécurisation à 100%? Alors, on n'arrive jamais à de la sécurisation à 100%, mais pour donner un exemple sur les ransomware, aujourd'hui, les data centers, il y en a de plus en plus. Les data centers sont attaqués 50% ou 60%, je crois, plus que les infrastructures installées chez les clients, avec une réussite qui est 2 fois moindre. Donc, finalement, une efficacité qui est 4 fois plus élevée. Vous êtes très positif, j'allais dire, hein, sur le fait d'être souverain en matière de cloud. Il y a quand même une dépendance, même si vous dites être hébergé chez Thales, il y a quand même une dépendance américaine en la matière en France encore. Comment s'en sortir? Eh bien, il faut qu'on continue à investir, il faut qu'on continue à se développer. Je prends l'IA par exemple, il y a tout un écosystème qui émerge de startups qui sont devenues pour certains beaucoup plus grosses, comme Hugging Face ou comme Mistral. Et on a des écoles mathématiques, des écoles d'IT qui sont formidables en France. Donc on a les capacités à bâtir nos champions nationaux. Après, c'est une question de volonté, c'est une question de volonté politique, de volonté aussi des entreprises au quotidien, même des collaborateurs qui choisissent des entreprises françaises quand ils ont le choix, etc. etc. C'est à nous de mériter, de mériter notre statut. On parle souvent du Made in France, mais la préférence française, même en matière de choix d'employabilité, c'est important selon vous? Je pense que ça se mérite. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit par contrainte que les collaborateurs, que les meilleurs nous choisissent une entreprise française. Il faut que les meilleurs restent en France. Voilà, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils croient au projet des entreprises françaises. Et je pense qu'on a tout pour réussir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour réussir selon vous? L'attractivité, les salaires en France?
Je pense qu'on a tout. On a un pays qui est magnifique. On a justement des services publics qui sont quand même qui inventent un modèle qui est unique aujourd'hui avec le modèle européen qui est unique sur le marché. On a des écoles, des universités qui sont de très haut niveau. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup de chance. C'est pas mal aussi d'ailleurs que nos étudiants, nos jeunes aillent se former à certains moments aux États-Unis ou dans d'autres pays, parce que ça permet d'apprendre d'autres choses. Bien sûr. Et l'important, c'est de leur donner envie de revenir un jour pour partager avec la France. Vous parliez de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce que ça intègre aussi vos solutions? J'imagine que vous avez commencé à les intégrer aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que ça apporte finalement concrètement aux collectivités ou aux organismes publics qui sont vos clients? Ça permet de mettre en place une forme de service public augmenté, de travailler sur, je parlais de la proximité entre le citoyen et le service public. Ce qu'on met en place, ce sont des chatbots, on met en place plein de systèmes autour des portails automatisés. Nous travaillons sur les notions de fraude aussi, en matière de cybersécurité, d'anticipation de la fraude. Donc il y a plein de sujets aujourd'hui qui permettent de tirer profit de l'IA dans le secteur public. Donc pour vous, c'est quoi? C'est de faire des secteurs publics plus performants? C'est vrai que c'est aussi une demande de la part des Français d'avoir des entreprises publiques qui soient plus rapides, plus performantes, plus proches aussi. C'est une façon aussi de régler ces problèmes-là? Je dirais plus proches, comme vous le disiez, plus attractifs. Parce que là aussi, on parlait d'un jeune, son choix entre une entreprise américaine, par exemple, et une entreprise française. Mais c'est aussi le choix, le fait d'avoir envie de devenir agent public à un moment. Quel métier est plus noble que le métier d'agent public? Travailler pour les autres, travailler pour le bien collectif. Il y a une désaffection à la matière, vous pensez, chez les jeunes? Oui. Je vais vous donner un chiffre. Il y a eu, entre 2016 et 2022, il y a eu, si mes souvenirs sont bons, 11% de postes en moins offerts au concours administratif. Et il y a eu 50% de candidats en moins. Ah oui, 11% de postes en moins, 50% de candidats en moins. C'est parlant, effectivement. Aujourd'hui, on parle beaucoup des contractuels, d'ailleurs, qui remplaceraient les fonctionnaires. On dit qu'il y a trop de fonctionnaires en France. C'est aussi votre avis? Après, c'est pas une question forcément politique, mais... Je ne sais pas s'il y a trop de fonctionnaires en France. Je pense que la problématique est au fond la même que dans les entreprises privées. C'est qu'à certains endroits, on va trouver probablement trop de collaborateurs, à d'autres endroits, peut-être pas assez. C'est vrai. Et c'est une question d'équilibre, mais ça vaut pour chacune des entreprises privées aussi de la même façon pour moi. Et du coup, Next Publica peut apporter des solutions pour essayer d'optimiser aussi le travail des fonctionnaires par rapport au logiciel et à la simplification des tâches que vous proposez dans certains domaines. Voilà, c'est le cœur de notre métier, d'essayer de donner plus de valeur ajoutée au métier d'agent public. On a par exemple la seule suite RH du marché complète pour le secteur public, pour travailler justement sur cette attractivité, sur cette fierté d'être agent public, sur le côté ergonomique, le côté expérience utilisateur au quotidien. Donc c'est quoi? C'est attirer davantage de talents vers cette... Comment, par exemple, concrètement parler notre valeur ajoutée, elle se mesure d'abord dans la relation avec les citoyens. Donc, faciliter la vie du citoyen, par exemple, par les transports scolaires, par les permis de construire, etc., par tout ce qui est démarches en ligne, etc. L'urbanisme, les démarches en ligne, ça veut dire aussi dématérialiser, donc une empreinte énergétique meilleure. De l'autre côté, il y a la notion d'attractivité, comme vous le disiez, pour le secteur public. Et puis après, il y a tout ce que l'innovation peut amener au quotidien. Dans le secteur. Ce qui est important aussi, c'est l'interdépendance des collectivités avec d'autres organismes publics. Est-ce que vous offrez aussi des solutions pour ça? Pour qu'une information qu'on n'aille pas chercher des informations un petit peu partout, ce qui est un peu le problème aussi de l'administration publique en France. C'est un de nos enjeux clés, c'est la notion d'interopérabilité. Et c'est un sujet qu'on veut promouvoir avec un certain nombre de nos confrères et avec les pouvoirs publics pour faciliter. Je vais prendre un exemple. S'il y a un accident aujourd'hui sur la route, vous allez avoir les services de pompiers qui vont arriver, vous allez avoir la police qui va s'occuper de la voirie, vous allez avoir les services d'urgence qu'il va falloir prévenir dans les hôpitaux parce qu'il risque d'y avoir un afflux massif. Et donc, il faut faire communiquer tous ces systèmes. Et c'est un de nos enjeux que de travailler sur cette interopérabilité. C'est compliqué, parce que chacun veut garder ses données. C'est compliqué de lâcher du lest, en tout cas, sur la protection de ces données.
notamment en matière de santé. C'est ça le plus gros frein, selon vous Alors, sur les données en matière de santé, c'est encore un autre sujet, parce qu'effectivement, il y a une protection des données de santé, une forme de confidentialité qui est fondamentale. La défense, mais globalement, partager cette notion d'interopérabilité, cette notion de prendre de la hauteur et de se mettre au service des autres, je pense que c'est... Et c'est une mentalité, ça se débloque un petit peu, vous pensez Oui, je pense que tout le monde en a envie, mais je pense que les systèmes n'ont pas été créés pour ça au début. Voilà. Donc il faut transformer au fur et à mesure nos systèmes, transformer nos mentalités pour travailler aussi au service des autres. On va passer à présent aux questions de nos partenaires de décideurs engagés. On va commencer par l'IFAS, qui est un organisme de formation en assurance. C'est juste après le jingle. La question de l'IFPAS, Martin Hubert, c'est celle-ci, la fin de l'abondance. Vous vous souvenez, la fameuse phrase d'Emmanuel Macron. Quelle est votre vision sur le monde de demain que nous sommes en train de construire pour les générations futures? Alors, on a eu une réponse à travers ce que vous faites, mais quelle est votre réponse? Alors, finalement, est-ce qu'il y a fin de l'abondance? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a surtout prise de conscience collective de ce qui est intéressant, des énergies renouvelables, et c'est très sain. Après, si aujourd'hui, par exemple, du jour au lendemain, le pétrole devenait à nouveau illimité, est-ce qu'on devrait stopper cet investissement sur les énergies renouvelables? Je ne crois pas. Donc je crois plus à la prise de conscience collective déjà. Je pense ensuite qu'il y a une forme de responsabilité. Nous, en particulier dans l'IT, on a une vraie responsabilité, puisque je crois que 4,5% de l'empreinte carbone en France est numérique, dont plus de la moitié sur les data centers que vous évoquiez tout à l'heure. Et l'IA aussi particulièrement polluante. L'IA, c'est un super exemple, parce que l'IA, c'est très consommateur, très vorace en termes énergétiques, même s'il y a des modèles d'IA frugales, mais en même temps, grâce à l'école mathématique, l'école linguistique dont on parlait tout à l'heure en France, ce sont des centaines de milliers d'emplois à la clé. Donc il y a un équilibre à trouver entre responsabilité et compétitivité d'une certaine façon. On ne va pas renoncer à l'IA pour préserver notre planète, bien sûr, mais pour autant, on doit s'engager, se contraindre systématiquement à faire une IA. C'est le fameux bénéfice-risque sur des questions cruciales, évidemment. Voilà, il ne faut pas être complètement contre, mais voilà, voir en quoi ça peut apporter aussi à l'humain. La question de Toscaloupe à présent, l'accélérateur de la stratégie sociale, dans quelques petites secondes. Question de Toscaloupe. Quel est selon vous le principal enjeu social auquel votre secteur doit faire face aujourd'hui? Alors nous sommes aux confins de deux secteurs, la tech d'une part et le secteur public, puisque nous travaillons que pour, enfin en tout cas aux 3/4 pour le secteur public. Donc dans la tech, l'enjeu c'est un métier qui bouge tout le temps. Il y a énormément de projets, c'est infini, un terrain de jeu qui est magnifique et l'IA il va y contribuer. Donc le sujet, c'est d'être toujours humble, d'être agile, de se remettre en question pour pouvoir systématiquement coller aux attentes de l'IT. Mais c'est une chance folle de travailler aujourd'hui dans l'IT parce que les salaires sont corrects, parce que ça bouge tout le temps, parce que sur les prochaines années, il y aura pléthore de projets. Donc côté de la tech, je ne suis pas très inquiet. Sur le côté du secteur public, finalement, tout l'enjeu, il est autour, en tout cas l'un des enjeux principaux, il est autour de l'attractivité, la fierté d'être agent public. Le fait de savoir recruter, comme on l'évoquait tout à l'heure, le fait de savoir conserver les collaborateurs. Et on essaie également d'y contribuer au quotidien. C'est un secteur qui doit s'ouvrir aussi, qui s'ouvre beaucoup, on le voit. Je parlais des contractuels tout à l'heure. Est-ce que c'est... Alors dans l'IT, il y a la question des femmes. Est-ce que c'est un secteur aussi qui doit faire des efforts en la matière? Oui, bien sûr. Et alors j'étais il y a quelques jours au Maroc, dans nos équipes marocaines. Et je me suis rendu compte que dans nos équipes marocaines, plus de 50% des effectifs sont féminins. Donc ils sont en avance sur la France. Exactement, je pense que c'est un magnifique exemple à suivre. Voilà. Et vous l'expliquez comment, alors, ce décalage entre la France et le Maroc? Alors je ne sais pas si c'est générique au Maroc, mais en tout cas, c'est un exemple qu'on doit suivre. Je ne l'explique pas aujourd'hui. Donc chez Next Publica, vous essayez quand même d'attirer des talents féminins? Bien sûr, bien sûr. On travaille beaucoup à une forme d'équilibre féminin, d'une part, mais aussi des pyramides d'âge. Nous, notre sujet, c'est finalement notre domaine de différenciation, c'est l'expertise du secteur public. C'est le fait de connaître parfaitement chacun des domaines du secteur public. Oui, et ça n'a pas de sexe et ça n'a pas d'âge. Absolument. Donc ça demande des formations parce qu'il faut être bon en tech et bon, évidemment, dans la connaissance de ces services publics.
Ça demande surtout de la pratique. Oui, bien sûr, la formation, c'est important, mais la pratique, le fait de s'intéresser au métier du secteur public, le fait de se remettre en question sur la tech, c'est ça, je pense, qui doit guider chacun. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez interpeller, poser des questions. C'est ce que vous voulez dire au monde politique qui nous gouverne, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Martin Hubert, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui? Vous avez sans doute des questionnements, des coups de gueule, c'est vous qui voyez. Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Donc un sujet très important pour nous, c'est le cloud au centre. La doctrine de l'État aujourd'hui, c'est le cloud au centre. Et je pense que nos confrères et nous, Next Publica, nous sommes enthousiastes sur cette direction prise par notre État, par notre système. Pour autant, dans les collectivités locales, au quotidien, on se heurte à quelques difficultés, les budgets d'investissement et de fonctionnement qui promeuvent plus des infrastructures dans les collectivités plutôt que du cloud. Et je crois que pour bénéficier de tous les avantages du cloud, c'est-à-dire la cybersécurité, les avantages de coût, la simplicité des déploiements, le fait de bénéficier des dernières innovations immédiatement plutôt que d'attendre plusieurs années, eh bien, je pense qu'il faut travailler tous ensemble à faire en sorte que cette doctrine de cloud au centre puisse se décliner efficacement, rapidement au niveau local. Voilà, message passé. En tout cas, merci beaucoup Martin Hubert d'avoir participé. Merci beaucoup de m'avoir accueilli à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.